Nous remercions Philippe Gréa, qui est professeur de linguistique à l'Université de Nanterre. Il est membre du MODICO, le laboratoire de modèles dynamiques et corpus. Ses thèmes de recherche sont surtout la sémantique cognitive, la sémantique interprétative. Et je donne juste deux références bibliographiques des textes et d'articles publiés récemment, disons, Arbre formel ou forêt conceptuelle ou la perception sémantique. Aujourd'hui, le titre de son intervention d'aujourd'hui porte est le suivant, des neurones formels au modèle de langage, comprendre les réseaux des neurones et leurs limites. Merci Philippe, à toi la parole. Merci Juan, merci Maria et merci de l'invitation. Je vais essayer d'être dans cette présentation le plus pédagogique possible. Je vais, comme le titre l'indique, vous expliquer comment on est passé des neurones formels au modèle de langage. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux, peut-être, je l'espère, ce qu'il faut entendre par réseau de neurones. Alors, un neurone formel, c'est une fonction mathématique qui fait une somme pondérée de valeurs qu'il reçoit et qui passe cette somme dans une fonction d'activation, par exemple une fonction seuil, et puis transmet le résultat vers le ou les neurones suivants. On va prendre un exemple très simple dans lequel nous avons deux neurones qu'on va appeler A et B et qui sont connectés à un neurone de sortie qu'on va appeler S et auquel j'ajoute un biais dont on verra l'utilité dans quelques instants. Les connexions AS et BS ont des pondérations. WA ici et ici la pondération WB. Et pour simplifier, je fixe la pondération du biais à 1, de sorte que la valeur que reçoit S est simple à calculer, c'est A fois WA plus B fois WB plus la valeur du biais, c'est-à-dire quelque chose de la forme AX plus BY plus C. Et si vous avez écouté votre prof de maths en classe de seconde, vous savez que AX plus BY plus C égale 0, c'est l'équation cartésienne d'une droite qui sépare le plan en deux demi-plans et où l'expression AX plus BY plus C va prendre une valeur négative ou une positive sur un plan ou sur l'autre plan. Alors imaginons qu'avec ce genre de réseau de neurones, je veuille modéliser le connecteur logique E. C'est celui qui correspond à fromage et dessert en langage naturel. En partant du principe que 0, ça correspond à faux, que 1, ça correspond à vrai, je dois me débrouiller pour obtenir la chose suivante. Et pour cela, je vais devoir bidouiller les valeurs du biais et des pondérations WA et WB jusqu'à obtenir ce que je veux pour les 4 cas de figure. Ces pondérations et ce biais, donc, il faut les comprendre comme des sortes de boutons. Des boutons que je peux tourner pour modifier leur valeur et pour essayer de me rapprocher de quelque chose qui ressemble à un et logique. Et ces boutons qu'on s'amuse à tourner, on les appelle les paramètres du réseau. Et donc ici, nous avons un réseau de neurones avec 3 paramètres, c'est-à-dire 3 boutons à tourner. Pour la petite histoire, GPT-2, c'est un réseau avec 1,5 milliard de paramètres. GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. Et GPT-4, on ne sait pas parce que c'est tenu secret par OpenAI. Alors reste maintenant à visualiser ce qui se passe quand on s'amuse à tourner ces 3 boutons au hasard. Et ça, on peut le faire très facilement à l'aide d'un simple fichier Excel. Donc, c'est un fichier Excel qui reproduit en fait le réseau de neurones que je vous ai présenté, donc avec 3 paramètres. Les 3 paramètres sont à gauche. Ah, ça apparaît pas ici. Ah oui, alors attendez. Je vais reprendre. Hop, je reviens ici. J'arrête le partage. Je refais le partage. Hop. Hop. Voilà. Là, normalement, tout le monde
Donc, c'est un simple fichier Excel. À gauche, j'ai les valeurs qui sont associées à WA, WB, le biais. À droite, hein, j'ai l'état du réseau de neurones. Alors là, donc vous avez les quatre configurations. Ici, vous avez quand le neurone A est à 0, le neurone B est à 0. Ici, c'est la deuxième configuration quand A est à 0 et B est à 1. Ici, c'est 1, 0 et ici, c'est 1, 1. Et là, c'est ce qui sort sur le neurone de sortie quand on fait le calcul tout simplement, c'est-à-dire qu'on fait les additions et les multiplications. Ici, on a le graphe de l'espace cartésien avec sur les abscisses l'activation du neurone A, sur les ordonnées l'activation du neurone B. Et ici, on a la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur ce plan, finalement, ce n'est pas le plan qui nous intéresse, c'est surtout 4 points dans le plan. Ce point-là qui correspond à A et B qui sont à 0. Ce point-là, c'est quand A est à 1 et B est à 0. Ce point-là, c'est quand B est à 0, B est à 1 et A est à 0. Et ici, c'est quand A et B sont à 1. La fonction E, c'est quoi? Et là, la fonction E, c'est très simple. Il faut que je sépare celui-là, celui-là, ces trois-là, de celui-là qui correspond à quand A et B sont activés. C'est-à-dire, là, j'ai une représentation graphique de ma fonction E. Ce que je veux, c'est donc séparer les trois rouges du vert. Voilà. Et donc, je vais tourner mes boutons pour essayer de trouver ça. C'est parti. Alors là, je vais changer la valeur de WA. Tout va être calculé automatiquement. Alors, quand je change la valeur de WA, je vois que mon équation AX plus BY, elle bouge. Donc là, ça ne m'intéresse pas trop comment ça bouge. Alors, je vais passer à WB. Là, je vois que ça tourne, mais sur l'autre axe. Et puis là, je vais faire changer mon biais. Ah, ça, c'est intéressant. Et alors, vous voyez, la droite se rapproche du point qui se trouve en bas. Et plus on se rapproche du point qui se trouve en bas, c'est-à-dire 0, 0, A est à 0, B est à 0, vous voyez qu'en haut, ici, je me rapproche de 0 en sortie. Oui, puisque la droite se rapproche du point, je vais me rapprocher de 0. Et quand je vais croiser le point, je vais être égal à 0, très proche. Et je vais continuer comme ça. Et ce qui se passe, c'est que là, du coup, je me retrouve ici avec une valeur négative. C'est normal, parce que je suis de l'autre côté du demi-plan. Alors que les trois autres, ils sont sur l'autre demi-plan, et ils sont positifs. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est séparer les trois rouges du vert. Alors, je vais continuer comme ça, parce que ça a l'air d'être pas mal. Alors, je continue. Donc là, vous voyez que les deux suivants se rapprochent de 0. Hop, ils passent en négatif. Et puis, là, je suis content, puisque regardez, ce que j'ai, c'est celui-là qui est négatif, celui-là qui est négatif, valeur négative ici aussi, et ici, une valeur positive, ce qui est tout à fait normal, puisque le vert se trouve de l'autre côté. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas la fonction E parce que j'ai du moins 1,4 ici, du moins 0,6, du moins 0,5, du 0,3 ici. Et c'est pas grave, on rajoute une fonction seuil qui va dire, tout ce qui est négatif, ce sera 0 et tout ce qui est positif, ce sera 1. Et une fois que vous avez rajouté cette fonction-là sur votre neurone de sortie, vous avez un réseau de neurones qui modélise la fonction E. Et vous êtes content. Alors, au passage, notez que si je varie un petit peu mes paramètres comme ceci, j'ai toujours une fonction E. Et puis là aussi, encore une fonction E. Si je continue comme ça, là, j'ai plus une fonction E, j'ai autre chose. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc là, j'ai une fonction E, mais vous voyez bien qu'en fait, des fonctions E, j'ai plein de solutions possibles en fait pour faire ma fonction E. C'est quelque chose qu'il faut retenir quand on refait un apprentissage, il n'y a aucune chance pour qu'on tombe sur les mêmes configurations qu'avant. Il y a une infinité de solutions en fait, si vous voulez. Donc, réapprendre un réseau à faire une tâche, ça ne veut pas dire que ça va retrouver les mêmes valeurs de paramètres. Ça, c'est en passant. Donc voilà.
cette idée selon laquelle on peut modéliser un connecteur logique tel que le et à l'aide d'un réseau à 3 paramètres, elle apparaît dans un article célèbre de McCulloch et Pitts qui date de 1943. Et en 1957, Frank Rosenblatt, un psychologue américain, généralise cette idée en proposant un modèle connu sous le nom de perceptron. Tout ça pour vous dire que l'idée date d'il y a 80 ans. Alors, tourner des boutons à la main comme je viens de le faire, c'est rigolo, mais vous vous doutez bien qu'on préférerait qu'un algorithme les tourne à notre place de façon à trouver tout seul la bonne configuration. Ce type d'algorithme, c'est ce qu'on appelle une règle d'apprentissage. Et dans les années 60, il en existe plusieurs. Il y a LMS pour Least Mean Square, il y a Vidrohoff et quelques autres. Et l'idée, ça consiste à rentrer les 4 valeurs des neurones A et B successivement, de calculer l'erreur du neurone de sortie à chaque coup et à diminuer cette erreur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur pour le neurone S. Et concrètement, ça revient à faire exactement ce que j'ai fait de façon manuelle à l'instant sur le fichier Excel. Mathématiquement, c'est un petit peu plus compliqué, ça prend la forme d'une descente de gradient, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je reviens chez Word. Hop. Alors le problème arrive lorsque on veut modéliser une autre fonction, un autre connecteur logique, c'est le ou exclusif, c'est le XOR qu'on trouve en langage naturel avec fromage ou dessert, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Donc ici, vous voyez, vous avez une table de vérité où S ne sera vrai que si A est vrai ou B est vrai, mais ce sera faux dans le cas où A et B sont faux et A et B sont vrais. Et alors là, on va avoir un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Là encore, que j'arrête le partage, que je repartage. Hein. Alors le XOR, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, hop. Le XOR, ce que je veux, c'est ça, ça. Mais en revanche, je ne veux pas celui-là. Je ne veux pas celui-là. Et vous voyez bien que vous n'y arriverez pas avec une droite, c'est-à-dire avec quelque chose du genre AX plus BY plus C. Techniquement, on dit que le problème n'est pas linéairement séparable. Donc, il faut un truc du genre pas linéaire, comme ceci. Hop là. Bon, là, j'ai mal fait, parce que du coup, je coupe mon autre point. Donc, je vais vous le refaire. Hop là. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est pas linéaire. Et ça, c'est une critique qu'on doit à Minsky et Papert dans un ouvrage de 1969 qui s'intitule Perceptron et dont la publication a eu pour effet de calmer les ardeurs des connexionnistes pour plusieurs années. Pour obtenir ce genre de choses, en fait, ce genre de choses un peu tordues, là, il faut rajouter une couche supplémentaire entre les deux neurones d'entrée et le neurone de sortie. Et cette couche supplémentaire, on l'appelle une couche cachée. Voilà ma couche cachée. Donc, pour faire simple, plus vous allez rajouter de couches cachées et plus vous pourrez faire des trucs tordus dans votre espace, c'est-à-dire traiter des problèmes d'autant plus complexes. Donc là, l'idée, c'est que les réseaux de neurones sur lesquels les gens travaillent, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches cachées. Alors le souci, c'est qu'à cette époque, c'est-à-dire dans les années 60-70, on ne dispose pas de règles d'apprentissage capables de modifier les paramètres d'une couche cachée. On peut modifier des paramètres des couches d'entrée et de sortie, mais pas la couche cachée. Il faut attendre les années 80 pour qu'on finisse par utiliser un algorithme découvert de façon indépendante par plusieurs chercheurs. C'est la rétropropagation de l'erreur, en anglais la backpropagation. Et au final, ce qu'on obtient, une métaphore,
C'est un réseau de neurones avec autant de couches cachées que je veux, qui ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire des milliards de paramètres qui correspondent à autant de boutons dans mon illustration, des boutons que l'algorithme d'apprentissage, à savoir la rétropropagation, va lentement tourner pour se rapprocher peu à peu de ce qu'on lui demande de faire. Et une fois qu'on a compris le principe, les choses sont relativement simples à caractériser. Un réseau de neurones, c'est comme une sorte d'approximateur universel de fonctions. Et par fonction, comprenez n'importe quelle fonction. Par exemple, je peux rentrer deux valeurs de vérité en entrée et demander un et logique en sortie. Ça, c'est l'exemple dont je viens de parler. Mais je peux aussi rentrer une image et demander en sortie ce qui s'y trouve représenté, un chat. Je peux rentrer une phrase en français, demander en sortie sa traduction en anglais. Je peux rentrer une phrase et demander une vidéo en sortie. Je peux rentrer une phrase et demander le mot le plus probable qui vient compléter cette phrase, comme le font les modèles de type GPT. Bref, je peux faire tout ce que je veux pour peu que j'ai suffisamment de données, que l'architecture de mon réseau soit adaptée à mon objectif et pour peu que je règle quelques problèmes de codage de l'information, puisque un réseau de neurones, ça ne prend que des nombres, et donc il faut transformer les valeurs de vérité, les mots, les images en nombres. Et lorsque la phase d'apprentissage est correctement menée, le réseau est non seulement capable de donner la réponse attendue à une série d'exemples connus, mais en plus, il est capable de généraliser ses réponses à des entrées qu'il n'a jamais eu l'occasion de croiser lors de sa phase d'apprentissage. Par exemple, il est capable de reconnaître un chat sur une nouvelle photo ou bien de générer le mot le plus probable après une phrase qu'il n'a jamais vue. Alors maintenant qu'on a une idée un petit peu plus précise de ce dont nous parlons, je vais me concentrer sur le cas des LLM et plus particulièrement les modèles de type GPT. Je précise aussi que je ne vais pas entrer dans le détail de son architecture, je vais rester au niveau de généralité qui m'intéresse ici, à savoir cette idée d'approximateur de fonction. Alors j'ai donc un modèle GPT, par exemple GPT-3. Pour l'entraîner, je prends des phrases en entrée et en sortie, je lui présente les mêmes phrases, mais simplement décalées d'un mot. Bref, cela revient à lui demander de prédire le mot suivant en tenant compte du contexte précédent. Pour cela, je fais exactement comme j'ai fait avant, c'est-à-dire que j'utilise une règle d'apprentissage qui est la même depuis les années 80, c'est la rétropropagation, qui va tourner dans tous les sens 175 milliards de boutons jusqu'à ce que ça marche pour ce cas précis, mais aussi pour toutes les phrases d'un énorme corpus d'entraînement récupéré à droite et à gauche sans se soucier des questions de propriété intellectuelle. Une fois la phase d'entraînement terminée, une phase qui coûte très cher et qui prend beaucoup de temps, j'obtiens ce qu'on appelle un modèle de fondation, capable de générer le mot le plus probable à la suite d'un contexte donné, contexte qui prend la forme d'un prompt, et donc, itérativement, de générer un texte de la longueur qu'on veut. Alors, ce modèle de fondation étant généralement assez sauvage, il faut le dresser grâce à différentes techniques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder et qui de toute façon relèvent du secret industriel. C'est le fine-tuning, c'est du patch, c'est du renforcement, etc., etc. Et le résultat, vous le connaissez, ça donne des agents conversationnels très convaincants qui semblent parler comme le ferait un locuteur natif. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est de se demander si ces LLM sont satisfaisants au plan scientifique. Et la réponse est non. Et pour le montrer, j'aime bien reprendre une métaphore que Chomsky utilise dans plusieurs de ses entretiens. Voici ce que nous dit Chomsky. Supposons que quelqu'un veuille éliminer le département de physique et faire les choses correctement, correctement entre guillemets. La bonne méthode, bonne entre guillemets aussi, la bonne méthode, ça consisterait à prendre d'innombrables vidéos de ce qui se passe à l'extérieur de la fenêtre et à la rentrer dans l'ordinateur le plus puissant à notre disposition, à traiter des gigaoctets de données et à effectuer des analyses statistiques complexes. Vous savez, méthode bayésienne et tout.
Ici, vous pouvez remplacer bayésien par deep learning ou réseau de neurones, c'est pareil dans ce contexte. Alors, si vous faites ça, vous obtiendrez une sorte de prédiction sur ce qui va se passer dehors ensuite. En fait, vous obtenez même une bien meilleure prédiction que ce que le département de physique ne pourra jamais vous donner. Eh bien, si le succès, on est par là, le succès scientifique, est défini comme une approximation correcte d'une masse de données chaotiques non analysées, alors il est bien meilleur de procéder ainsi que de la manière dont les physiciens le font. Vous savez, pas d'expérience de pensée sur les plans sans frottement. Les plans sans frottement, c'est un classique de la philosophie des sciences. Mais vous n'obtiendrez pas le genre de compréhension que les sciences ont toujours visé. Vous obtiendrez une approximation de ce qui se passe. Voilà ce qu'il dit. Mais il a raison. Sur la base d'une énorme quantité de données, un réseau de neurones sera sans doute capable de prédire que lorsque je lâche une balle, elle va tomber vers le sol. Il sera sans doute capable de prédire la position de la planète Mars à un instant donné, mais on est très 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 loin de ce que recherche la physique lorsqu'elle tente d'expliquer ces phénomènes. Ce qu'elle cherche, ce sont des lois, comme celle de Kepler, de Newton, de la relativité générale, c'est-à-dire ce qu'elle cherche, c'est une théorie de la gravitation. Et dans l'esprit de Chomsky, bien évidemment, l'argument se transpose directement à la linguistique et la cognition. Un modèle de langue comme GPT va vous donner une bonne approximation de ce que font les locuteurs, mais il ne va rien expliquer. Et maintenant que nous avons une idée plus claire de ce à quoi nous avons affaire, c'est-à-dire un approximateur de fonctions, on peut se poser les bonnes questions. Est-ce que ces approximations sont satisfaisantes? Est-ce qu'elles ont des limites? Et le cas échéant, lesquelles et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de recherches sur les limites des LLM aujourd'hui, et parmi les termes qui reviennent fréquemment, il y a celui d'hallucination. D'après moi, ce terme n'est pas correct. Hallucination, ça suggère qu'il y a un dysfonctionnement par rapport à un fonctionnement qui serait considéré comme normal. Mais c'est faux. Les hallucinations, ce sont les conséquences attendues du fonctionnement d'un LLM. Fonctionnement qui consiste à générer des chaînes de mots les plus probables les uns après les autres. Donc, si je lui demande de m'expliquer ce que c'est que la séismologie démographique, qui n'est pas, à ma connaissance, une discipline formellement reconnue, eh bien, ça ne lui posera aucun problème. La séismologie démographique, c'est une discipline émergente qui analyse et étudie les variations brusques ou les secousses dans la démographie d'une population, à l'instar des secousses sismiques en géologie. Elle s'intéresse aux fluctuations soudaines et aux tendances irrégulières de la structure d'une population provoquées par des événements tels que des crises économiques, des guerres, des pandémies ou des migrations massives. Ces séismes démographiques, blablabla, blablabla. Si vous continuez la discussion dans ce contexte précis, qui sera donc intégré dans le prompt, il s'avère tout à fait possible de poser des questions très sérieuses sur les effets de la tectonique des plaques humaines ou sur l'intérêt de la physique des matériaux organiques. ChatGPT vous expliquera que les plaques sociétales agissent sur les humains, qui du coup libèrent des ondes élastiques qui peuvent provoquer des failles démographiques et ainsi de suite. Et si vous lui demandez, il vous rédigera une thèse en sismodémographie. Je ne sais pas si vous aurez un poste. Je ne pense pas que ce phénomène ce genre de phénomène soit très intéressant, même s'il donne lieu à des productions amusantes. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement surprenant quand on connaît la nature des processus qui sont en jeu. Je précise aussi, puisque le séminaire tourne autour de la notion de créativité, que ChatGPT ici ne fait preuve d'aucune créativité. Il y a une étincelle de créativité dans cet exemple. Elle est entièrement dans le groupe nominal séismologie démographique, qui appartient au prompt et qui a été produit par un humain, à savoir moi. GPT se contente de développer le concept de la façon la plus plausible, c'est tout. Un autre exemple beaucoup plus intéressant est illustré dans la discussion qui suit. C'est un exemple que je donne à mes étudiants en L1. Première question, si je verse de l'eau dans un seau troué, est-ce qu'il se remplira? La réponse est correcte.
Deuxième question, si je verse de l'eau dans un seau renversé, est-ce qu'il se remplira? La réponse est correcte. Troisième question, si je verse de l'eau dans un seau troué dont je vais boucher les trous, est-ce qu'il se remplira? La réponse est correcte. Et enfin, voilà la question cible. Si je verse de l'eau dans un seau troué dont vous avez bouché les trous, alors, non, pardon, si je verse de l'eau dans un seau renversé dont j'ai bouché les trous, est-ce qu'il se remplira? Et là, ChatGPT propose deux réponses qui sont toutes les deux fausses parce que dans les deux réponses, il considère que le seau va se remplir alors qu'il est renversé. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les situations qui impliquent un seau renversé ou un seau dont on a rebouché les trous, ou n'importe quel autre contenant d'ailleurs, sont sans doute relativement fréquentes dans le corpus d'apprentissage du modèle. En revanche, on peut supposer qu'il ne fait pas souvent état de situations dans lesquelles on aurait affaire à un seau renversé dont on aurait rebouché les trous. Et ça, c'est un exemple qui illustre un problème qui a fait l'objet de nombreuses discussions dans les années 80-90, à savoir le fait que les réseaux de neurones sont très mauvais en termes de compositionnalité. Le réseau ne dispose d'aucune règle sémantique lui indiquant comment combiner les prédicats troués, rebouchés et renversés lorsqu'ils sont appliqués à un contenant. Et n'ayant manifestement pas vu cette combinaison de prédicats lors de son apprentissage, il en vient à faire un raisonnement qui n'est pas valide. Alors, ce genre d'exemple nous donne une des clés du problème. Aussi puissant que soit un LLM, il n'est pas capable de calculer des combinaisons qu'il n'a jamais vues lors de son apprentissage. Donc, pour le mettre en difficulté, il suffit donc de chercher des configurations peu fréquentes. Et pour se conformer aux exigences de toute recherche scientifique, il est nécessaire de créer un jeu de questions systématiques et normalisées. Et pour cela, j'ai initié un projet de recherche avec des collègues du laboratoire Modico à Nanterre, qui se situe à cheval entre psycholinguistique, sémantique et traitement automatique du langage. Le but du jeu, ça consiste à imaginer des designs expérimentaux qui permettent de discriminer les sujets humains d'un côté et les réseaux de neurones de l'autre, en exploitant les angles morts des LLM, en particulier celui que je viens d'évoquer. Alors, dans le cadre de ce séminaire, je vais vous présenter un exemple de matériel expérimental que j'ai imaginé, ainsi que quelques résultats préliminaires. L'intérêt de ce design, c'est qu'il se place directement sur le terrain où GPT est censé être le plus fort, à savoir le calcul de similarité sémantique entre les mots. Dans l'exemple que je vous ai déjà présenté, c'était à la bibliothèque, j'ai emprunté 1. GPT s'appuie, entre autres choses, mais il s'appuie sur le fait que toute une liste de mots occupe fréquemment la même position. Ici, livre, roman, magazine, ouvrage, journal, recueil, manuel, essai, dictionnaire. Et il en déduit que ces mots ont quelque chose de similaire au plan sémantique. Et ce sont ces similarités qui sont capturées grâce aux embeddings. On peut donc faire l'hypothèse que dans une tâche de similarité, qui est une tâche relativement classique en psychologie cognitive, les LLM vont faire très peu d'erreurs. Voici le genre de matériel expérimental qui est classiquement utilisé en psycholinguistique. Donc, soit le concept suivant, livre, parmi les trois concepts ci-dessous, lequel est le plus similaire au précédent dans sa forme et ou sa fonction et ou ses propriétés? Vous avez écrivain, roman et stylo. Et évidemment, ChatGPT n'a aucune difficulté à trouver la bonne réponse, à savoir roman. Je savais qu'il y aurait des malins qui je le savais. Donc ChatGPT n'a aucune difficulté à trouver la bonne réponse, à savoir roman. Il explique, il justifie donc la réponse qu'il propose ici. L'hypothèse que je propose de tester, c'est la suivante. C'est puisque tous les modèles de langue se fondent sur l'idée que les mots qui apparaissent dans des contextes similaires tendent à avoir des sens similaires, c'est du distributionnalisme classique, first.
Harris, eh bien, il suffit d'imaginer le cas de figure inverse, à savoir des mots qui ont un sens similaire, mais qui n'apparaissent pas dans les mêmes contextes. Pas facile à trouver. Donc, voici un exemple. Donc, premier exemple, soit le concept suivant, aquarium, parmi les trois concepts ci-dessous, lequel est le plus similaire au précédent, donc sa forme, sa fonction ou ses propriétés, poisson, eau, cage. La réponse attendue est cage. Cage et aquarium sont deux dispositifs destinés à contenir un animal dans un espace clos. Entre un poisson et un aquarium, c'est-à-dire entre un animal aquatique et un artefact en verre ayant la forme d'un pavé ou d'une sphère, il n'y a aucune similarité. De même que entre un aquarium et de l'eau. En revanche, et c'est le côté traître de l'affaire, aquarium entretient une relation d'association très forte avec poisson et eau. Ils apparaissent dans des contextes similaires. En d'autres termes, on peut faire l'hypothèse que poisson et eau sont des distracteurs redoutables pour un modèle comme GPT. La prédiction qui est faite là-dessus, c'est que les participants humains, sauf s'ils font les malins, les participants humains n'auront pas de problème particulier pour trouver la bonne réponse. Ils sont suffisamment concentrés. Et ça, c'est ce que je me propose de vérifier avec une trentaine de participants neurotypiques dans le cadre du projet de recherche. Alors, je précise quand même en passant que la question n'est pas complètement triviale, puisque les psychologues ont montré que les humains peuvent aussi avoir du mal sur la différence entre similarité et association. Concernant les LLM, en revanche, on peut déjà constater que les réponses sont problématiques. À titre d'exemple, voici celle du modèle GPT-4 mini, qui est accessible gratuitement et qui propose la réponse poisson. Comme on peut le constater, GPT est obnubilé par la force de la relation associative entre aquarium et poisson, et donc il se fait piéger. C'est la nature même du modèle qui l'empêche ici de faire un raisonnement valide. Deuxième exemple, le concept suivant, guidon. Parmi les trois concepts ci-dessous, lequel est le plus similaire dans sa forme, sa fonction, ses propriétés au précédent, donc vélo, frein, volant? La réponse attendue est volant. Mais à nouveau, GPT va tomber dans le piège et ce qu'il propose, c'est pas volant. Un guidon, c'est oui, c'est pour tourner le vélo. Donc, ce que propose GPT ici, c'est vélo. Là encore, pour GPT, le poids statistique de l'association guidon-vélo semble impossible à surmonter, alors qu'on peut faire l'hypothèse qu'un humain parviendrait facilement à inhiber sans trop de difficulté cette association. Alors, une critique qu'on pourrait formuler à ça, c'est que ce protocole pose problème avec le mot similaire. On pourrait dire que similaire, ça pose un problème parce que ce n'est pas suffisamment précis. Et cette critique ne tient pas parce que le même modèle est tout à fait capable de trouver la bonne réponse pour d'autres items. On l'a vu déjà pour livres et romans, mais ça, livres et romans, c'est facile. Mais on le voit aussi pour des cas plus originaux, par exemple. Troisième exemple. Soit le concept suivant, donc guirlande, parmi les trois concepts, blablabla, lierre, cadeau, sapin. Et ici, la réponse attendue, c'est lierre. Et là, GPT propose la bonne solution. Et la justification qu'il apporte, c'est-à-dire le lierre comme la guirlande a une forme linéaire et peut être utilisé pour décorer en s'entourant autour d'objets ou de surfaces, eh bien ça montre que GPT a correctement calculé le sens de similaire. Donc, ce n'est pas un problème avec le mot similaire qui serait trop vague ou que sais-je. Par ailleurs, vous avez vu que dans la question, on précise que c'est similarité de forme, de fonction, de propriété. Difficile de le faire plus précis. Donc, dès lors, la question qui se pose, c'est la suivante, c'est pourquoi GPT va trouver la bonne réponse pour guirlande, mais pas pour aquarium et guidon. Et on trouve, selon moi, un élément de réponse dans le TLFI. Le sens B1 qui se trouve ici. Le sens B1 montre que guirlande et lierre entretiennent un lien qui, selon toute vraisemblance, doit être relativement fréquent dans le corpus d'apprentissage.
Et c'est cette colocation qui permet à GPT d'arriver à la bonne réponse. Mais comme je viens de vous le montrer, pour peu que vous imaginiez des cas de figure suffisamment originaux pour ne laisser aucune trace distributionnelle dans le corpus d'apprentissage, alors GPT se fait systématiquement piéger. La conclusion qui se dégage, c'est que les humains sont sans doute capables, alors ça reste toutefois à vérifier, ils sont sans doute capables de faire la différence entre des relations d'association, même quand elles sont statistiquement très fortes, et des relations de similarité. En revanche, les LLM ont visiblement plus de mal à faire cette distinction, ce qui s'explique par la nature même des modèles. Et du coup, ce type d'expérience a deux avantages. Premièrement, il permet de mettre en lumière les différences fondamentales qui existent entre le fonctionnement de la cognition humaine et celui des LLM. C'est plutôt une bonne chose dans un contexte où beaucoup de gens ont tendance à oublier la différence entre les deux. Et puis deuxièmement, nous sommes actuellement confrontés à une crise des méthodes d'évaluation des modèles d'IA en général et des LLM en particulier. Il est en effet difficile de les évaluer car ils ont des performances égales, voire supérieures à celles des humains sur la plupart des tâches langagières, donc résumé, traduction, etc. Et le type d'expérience que je viens de vous présenter contribuerait à combler cette lacune et pourrait constituer un benchmark original pour évaluer les différents modèles. J'en viens à ma conclusion. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette expérience? Eh bien, elle nous montre que lors de sa phase d'apprentissage, un réseau de neurones va voir, par exemple, comment se combinent le prédicat nominal saut et les adjectifs troué, rebouché, renversé. Il va voir dans son corpus d'apprentissage que livre et roman apparaissent dans les mêmes contextes et donc ils sont similaires sémantiquement. Il va voir que guirlande et lierre aussi ont des similarités. Cependant, n'ayant jamais vu des sauts qui sont à la fois troués, rebouchés et renversés, n'ayant jamais vu les relations qui existent entre un aquarium et une cage, eh ben, il n'arrive plus à faire un raisonnement valide dans ces derniers cas de figure. En un mot, les LLM n'arrivent toujours pas à aller au-delà des relations d'association qu'ils ont pu extraire de leur corpus d'entraînement, aussi énorme soit-il. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Je voudrais te poser une question peut-être qui est un peu apparemment lointaine par rapport à ce que tu as présenté sur la compositionnalité. Si tu te posais des questions par exemple, sur la traduction mot-image, dans ces cas-là, on ne peut pas parler de conséquentialité, je veux dire, on ne peut pas parler euh, comment dire, le mot suivant, la question de next word relation, mais on a plutôt un problème de tabularité ou d'autres sortes de relations qui ne sont pas des relations linéaires comme dans le cas du langage verbal. Tu as fait des expériences, tu as remarqué des choses intéressantes sur l'association, similarité et d'autres sortes de règles de composition. Eh bien, merci pour ta question. En fait, c'est toi qui l'as fait. Moi, je ne l'ai pas fait justement parce que comme tu avais déjà tout fait, je me suis dit que ce n'était pas la peine de faire l'expérience sur de la modalité visuelle parce qu'en fait, la question que... Alors, Maria donc, a fait une communication il y a quelques semaines, ici même, où elle a présenté un travail sur les visages sans nez et les nez bleus. Quand vous tapez un prompt du type génère-moi un visage sans nez, c'est de la compositionnalité. Ça veut dire que vous avez un visage sans nez, vous faites la négation du nez et vous espérez que vous allez vous retrouver avec un visage sans nez, c'est-à-dire vous supposez que c'était Dali, c'est ça? C'était surtout Dali, mais puis aussi Donc vous supposez que Dali est capable de faire un calcul compositionnel en calculant le sens de visage sans nez et donc de vous générer un truc qui n'en a pas. Et vous avez montré que ça marchait pas.
Ça marche pas justement pour la même raison que ici, c'est-à-dire que si le modèle n'a vu que des visages avec des nez, il va pas vous inventer un visage sans nez sous prétexte que vous mettez visage sans nez dans le prompt, parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il ne fait pas de compositionnalité. En revanche, si vous voulez vraiment un visage sans nez, et ça je l'ai testé, eh ben, il faut taper je veux un visage sans nez comme Voldemort. Et là, effectivement, vous avez un visage sans nez. Parce que Voldemort, il connaît. Oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Voldemort, Voldemort est un personnage fictif de Harry Potter qui n'a pas de nez. Mais on a fait Ah, vous des avez fait avec expériences Voldemort? dans la discussion. Non, 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 mais par exemple avec d'autres auteurs. Et on a D'accord. vu qu'effectivement, si on donne l'auteur, on arrive à construire. Alors, pareil pour l'écureuil habillé, vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il avait pas de souci particulier pour faire un écureuil habillé. Là, la réponse est relativement simple. Je pense que dans son corpus d'apprentissage, il s'est tapé tout Mickey Mouse, Donald Duck et Riri, Fifi, Loulou. Ils sont tous des animaux qui sont habillés. Si dedans, il n'y a pas un ou deux ou trois écureuils habillés, alors, vu les quantités énormes qu'ils mangent. Donc là, il y arrivera. Mais en fait, c'est la question, c'est les choses qu'il n'a pas vues. Là, il y arrive. Et donc, ce problème que j'ai mis en avant dans ma communication, on le retrouve en modalité visuelle et vous avez le choix dans le travail. Alors, Andrea, ensuite Rossana. Attendez que je note. Oui, absolument. Adrien, come mia persona in vigna, Adrien, puis Rossana. Voilà. Merci pour la présentation, c'est très intéressant et c'est très intéressant aussi de voir le parallèle texte-texte et les limitations de ces modèles par rapport à ce qu'on avait montré déjà avec texte-image. Je trouve que l'idée de faire un benchmark de ce truc-là serait intéressant pour évaluer les LLM. C'est quelque chose clairement qui manque, je pense, dans la communauté actuellement. En plus, il y a régulièrement des LLM qui sont publiés par notamment les grands groupes américains et chinois et chacun tire un peu la couverture et tend à dire ah, le modèle est meilleur et moins sur tel type de benchmark. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, je me pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer ça, simplement, très, très ouverte. Et la deuxième, c'est récemment, les chain of thought, donc les chaînes de pensée, sont des choses qui semblent émerger dans la littérature pour améliorer cette capacité de raisonnement des LLM. Et justement OpenAI a sorti un modèle Pro il y a une semaine qui semble significativement meilleur pour effectuer des raisonnements. Et il montre effectivement qu'il raisonne, qu'il prend beaucoup de temps pour répondre à des requêtes. Et donc, est-ce que ce modèle a été testé? Peut-être pas parce qu'il est trop récent, mais si la réponse est négative, ce serait à mon avis très intéressant de le tester. On pourra le faire à la pause. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour améliorer? Est-ce que le cheminement de pensée est quelque chose qui pourrait coller ici? Alors, pour la première question, à savoir est-ce qu'on peut améliorer ce point, d'après moi, très difficilement quand on connaît le mécanisme, la façon dont il apprend, ce qu'il apprend à faire, c'est à tirer des associations statistiques et il ne va pas au-delà. De ce point de vue, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 90, si ce n'est sur la cuisine interne, la puissance de calcul, la taille des données. Maintenant, chaîne de pensée, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question. En revanche, ce que je voudrais préciser, c'est que, puisque j'ai pris l'exemple de GPT, le problème principal avec GPT, c'est, bon, là, je l'ai testé puisque tout le monde connaît ça, GPT, donc voilà, c'est difficile de... Mais le problème, c'est que ChatGPT passe son temps, ChatGPT, en fait, il y a juste un principe scientifique qui n'est pas respecté, c'est la reduplicabilité des résultats. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, en fait, il vous change les réponses de façon absolument, sans que vous puissiez comprendre pourquoi. La raison, c'est simple, c'est que
il passe son temps à patcher son modèle, à le renforcer, à le fine-tuner et voire même reprendre tout en faisant. On ne sait pas ce qu'ils font. Et du coup, c'est très difficile de tester ces machins-là et c'est très difficile de comprendre pourquoi, par exemple, sur tel truc, il va y arriver, tel autre truc, il n'y arrive pas. Si ça se trouve, en fait, ils viennent de faire un fine-tuning sur la tâche en question, on ne sait pas. Il n'y a aucun moyen de savoir. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas sur ces modèles-là qu'il faut faire les tests, en tout cas, pour commencer, parce qu'ils sont pas stables et parce qu'ils sont très opaques et parce qu'on n'a pas moyen de savoir ce qui se passe et ce qu'ils ont rajouté depuis la veille. Donc là, bon, bah, visiblement, ils ont rajouté un nouveau truc, là, chaîne de pensée. Je sais pas trop comment ça fonctionne et donc, je peux pas en dire plus. Mais je pense pas qu'il y ait de miracle. Je pense pas qu'il y ait eu de miracle. Il prend peut-être plus de temps, mais je pense que ce qu'ils ont dû faire, enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais je pense pas qu'il y a quelque chose de vraiment fondamentalement différent. C'est le paradigme d'apprentissage qu'il faut changer. Oui, au final, c'est le paradigme d'apprentissage qui, lui, n'a pas varié depuis des dizaines d'années. Très bien, Rossana. Pardon si j'ai coupé là. Alors, merci beaucoup parce que c'était très intéressant aussi la progression entre la latence et la surface. Et moi, je voulais te poser une question par rapport à justement l'association, aux relations d'association. Est-ce que cela se vérifie seulement du point de vue des relations sémantiques ou aussi du point de vue des relations syntaxiques? Est-ce que ça fonctionne pareil par association ou ça pourrait fonctionner aussi, je veux dire, est-ce que la limitation conserve les deux plans linguistiques? Et j'avais une deuxième question qui concerne un peu les interactions qui se passent après dans le dispositif de circulation de ces écrits, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de référencement dans les écrits numériques, etc., qui permettent à certains écrits d'être mieux ou moins bien ou pas assez bien repérés. Et donc, je me demandais si la question du repérage des associations dépend aussi de cette dimension de visibilité, je dis comme ça, des écrits dans la grosse, disons, banque d'écrits que GPT a à disposition. Voilà. Alors, pour l'association syntaxique, je vois pas. Association et similarité, ce sont des termes qu'on utilise en psycholinguistique, en psychologie cognitive. C'est des choses vraies, ce sont des relations qui sont considérées comme étant importantes, moi, à long terme. Association syntaxique, ça prendrait quelle forme exactement? Si je dis par exemple, puisqu'on parlait justement de créativité, produis-moi un poème qui reproduit à la forme, au lieu de je suis allé à la bibliothèque, je suis qui est moins fréquente en termes d'association, mais qui est possible, non? Donc, une forme de similarité du format syntaxique, mais qui n'est pas fréquente. Donc, est-ce que ça concerne seulement des phénomènes sémantiques ou ça peut concerner toute forme de phénomène, y compris l'ordre qui est quelque chose assez stable dans la façon de repérer? Moi, je travaille essentiellement sur la dimension sémantique, mais sur la dimension syntaxique, je sais qu'il y a des travaux. Il y a une ANR en particulier là qui travaille beaucoup sur la syntaxe. Mais moi, j'ai pas testé cette dimension-là, donc je pourrais pas répondre à cette question. Je sais pas, mais je suppose qu'il y aurait des effets aussi, oui. Je suppose des effets, typiquement des inversions qui seront liées à un style ou à un auteur, mais voilà, faudrait. Justement, ouais, Ouais. C'est remarqué. Très intéressant. Très intéressant. Il y avait une deuxième question. C'était par rapport à la visibilité des écrits. Est-ce que la question qu'il y a des écrits qui sont plus ou moins visibles, parce que mieux référencés, parce que mieux, qui circulent mieux, etc., pourrait influencer Visible, c'est-à-dire capturé dans le corpus d'apprentissage? Ça a évidemment un impact, ça, c'est une certitude, mais comme ils vont vraiment chercher partout et sans dire qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est difficile de savoir
ce qui est passé dans la machine et ce qui n'est pas passé dans la machine. En fait, typiquement, ChatGPT ne publie pas le corpus d'apprentissage. Ah, bah, pour le coup, c'est même pas un angle mort, c'est opaque, c'est totalement opaque. Ils veulent pas donner l'information. Sinon, ils savent qu'ils auraient plein d'ennuis judiciaires avec plein de gens puisqu'ils n'ont pas demandé les droits. Et donc, voilà. C'est tous les deux, Gilles. Oui. Vous avez présenté comme spécifique des neurones et des armes d'apprentissage, des réseaux de neurones d'apprentissage. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs armes d'apprentissage. Il y a celui de l'algorithme que vous utilisez, avec différents corpus. Il y a votre arme d'apprentissage dont vous concevez les expériences qui peuvent changer, les déplacer. Et dans l'IA réelle, l'IA interactive, il y a l'arme d'apprentissage du lecteur utilisateur. Et c'est par rapport à lui que vous faites ces expériences pour fiabiliser le premier ordre. C'est ça que je voulais clarifier. Parce que si on est logico-expérimental, il y a trois armes d'apprentissage qui sont. Et l'enjeu de l'expérience, c'est de fiabiliser la congruence de ces armes d'apprentissage de l'IA. Alors, il y a l'apprentissage du réseau de neurones sur un corpus d'apprentissage, ça c'est ce que j'ai présenté, effectivement. Les expériences que je mène qui essayent de voir quelles sont les limites du processus d'apprentissage. Mais l'apprentissage utilisateur logiciel, celui-là, il est pas dans mon objectif. C'est-à-dire que, en fait, je teste la machine un peu comme en psychologie, on testerait un humain. D'ailleurs, c'est ce que je me propose de faire. On va tester des humains et tester des modèles de la même façon, avec le même protocole expérimental, pour essayer de voir s'il y a des différences. Après, on fait l'hypothèse qu'il y en aura. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un protocole expérimental qu'on fait passer aux humains et au LLM pour voir s'il y a des divergences. A priori, il devrait y en avoir. Sur une question de similarité, les humains devraient s'en sortir mieux parce qu'ils sont moins obsédés par les relations associatives auxquelles, au contraire, le LLM est très sensible. Donc mon exposé là, il y aurait mise en concurrence d'armes d'apprentissage. Il y en a plus en concurrence. Mise en compétition. Comparaison, oui. Parce que c'est la question qui en a le temps. Oui, absolument. Le principal résultat, c'est de dire que la logique de base de l'algorithme, c'est basée sur des similarités, et que cette fiabilité des similarités dépend des corpus. Les corpus sont relativement homogènes, on saura le répondre. Si les corpus sont hétérogènes, l'algorithme va flotter. Et à ce moment-là, de trouver, nous humains ou nous, algorithmes, nous devons trouver de nouvelles procédures pour fiabiliser des apprentissages sur des corpus hétérogènes. C'est pas ça que Si je peux compter 2 minutes, analyse des données, une notion de similarité, c'est l'écart, la distance et l'écart entre deux variables, mais ramener à la variance de toutes les possibilités sur le corpus. Les probabilités conditionnelles. Oui, oui, non, mais oui, non, alors oui. Et après, ce sont des plans pratiques. Quand je pose la question à LLM, comme ChatGPT, qu'est-ce qui est le plus similaire? Il est censé pouvoir répondre à la question. C'est comme ça que le produit est vendu par les grandes entreprises. Il est censé pouvoir répondre à une question écrite en langage naturel. Et au niveau de la similarité, effectivement, ChatGPT, c'est un algorithme qui va être très fort puisque tout son processus d'apprentissage, c'est justement faire ressortir des similarités au sens de j'apparais dans le même contexte, j'apparais au même endroit, etc. Et sur cette base-là, ils ont déduit des similarités entre des similarités sémantiques entre des mots différents. C'est comme ça qu'il est fait, c'est comme ça qu'il apprend. Les humains, ils font sans doute pas comme ça, heureusement. Ils font autrement. Et le but du jeu ici, c'est de montrer qu'on a deux façons de faire qui sont différentes. Typiquement, la tâche de similarité,
c'est intéressant parce que on pourrait se dire que les LLM vont y arriver, un peu comme les humains. En fait, c'est pas le cas parce que c'est pas de la similarité qu'il apprend en réalité le LLM. Ce qu'il apprend, c'est des associations statistiques. Il y a des mots qui apparaissent dans des contextes, toujours au même endroit. Il va considérer que du coup, c'est similaire. Mais le protocole est fait justement pour le piéger sur ce point-là précis. C'est ça l'intérêt. Du coup, je compare le mode de fonctionnement des humains et le mode de fonctionnement du LLM sur ce point précis. Ça permet d'éclairer les deux modes de fonctionnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je ne pense pas. Hein. Non, mais je dirais les algorithmes actuels travaillent sur similarité versus association statistique, mais ne donnent pas leur variance, la variance des corpus. Non. Peut-être que c'est caché quelque part, donc génère le sein. Tôt ou tard, ça devrait émerger. Les corpus sont très hétérogènes. Ceux qu'ils utilisent pour l'apprentissage, c'est des corpus extrêmement hétérogènes. Il y a tout. Il y a des romans, il y a des articles scientifiques, il y a des articles de journaux, il y a des blogs, ils ramassent absolument tout, ils ratissent tout. Tout. Et plus il y en a, et plus la variance, là, pour le coup, elle est énorme. Ils vont pas juste faire Wikipédia, loin de là. Il y a Wikipédia, ça c'est sûr, mais il y a absolument tout ce qu'ils peuvent ramasser. Tout. Jean-François, dis-nous. Oui, merci beaucoup. Alors, bon, une question que je me pose n'est peut-être pas pertinente, mais est-ce que la machine est sensible aux traits de généralité des termes utilisés, par exemple, sous le titre poisson ou cage? On pourrait prendre des choses plus générales, particulières. Par exemple, un nom de poisson, un poisson d'aquarium, par exemple. Généralité, humanité, par exemple. Alors, on peut faire varier, on va en quelque sorte de regard. Et si je pose la question, c'est parce que dans l'analyse sémique traditionnelle, telle que je la connais, la différence entre le niveau très général des catégories et la spécificité quasiment individuelle, il y a une hiérarchie qui est assez utile dans la composition sémantique. Est-ce que ça, c'est utilisable? Est-ce que c'est pas pertinent pour les questions? C'est pas, mais. Alors, quand on est en psycholinguistique, en psychologie cognitive et qu'on fait une tâche de similarité, on va en rester à des entités concrètes. On va éviter les termes généraux, parce que là, ça va compliquer inutilement la tâche. On va avoir un effet confondu entre le caractère abstrait des termes qui sont manipulés, des concepts, et la tâche qui est quand même pas simple d'établir une relation de similarité entre deux choses. Donc, du coup, généralement, on reste sur des choses concrètes pour lesquelles on peut avoir une image mentale relativement précise. Un poisson, ça marche. Patience, ça va pas marcher. Animal, ça va pas marcher puisque animal, c'est trop haut niveau. Avoir une image mentale d'un animal, on aura certainement une image mentale d'un animal particulier. On n'a pas une image mentale de animal, on change général. Donc, du coup, pour toutes ces raisons-là, on essaye de rester à un niveau de concrétude et de pas jouer sur des termes trop abstraits. Parfait. Il y a d'autres questions chez vous à la maison? Oui, allez-y. Oui, merci. Tout à l'heure, dans votre échantillon, entre guillemets, d'humains, vous avez précisé qu'il y avait des choses typiques. Et donc, je me demandais si on a donné les résultats pour voir si les personnes qui sont qualifiées de neurotypiques, voilà, on trouve des points peut-être, je peux comprendre de similitude avec certains alors d'apprentissage et ça te permet de mieux comprendre certaines c'est la pédagogie, c'est pas la pédagogie.
Tout à fait, c'est une très bonne question. Effectivement, j'ai précisé neurotypique parce qu'on sait que dans certains cas, ça va pas marcher. Typiquement, si vous prenez le cas de tout ce qui est spectre autistique, on sait que dans ce cas de figure, on va avoir des soucis sur toutes les relations thématiques, les choses qui sont, par exemple, je sais pas moi, la relation qu'il y a entre chien et laisse, des choses comme ça va poser problème. Donc on sait qu'il va y avoir des effets sur un calcul de similarité, on sait que il y aura sans doute des soucis. Je les ai pas testés en revanche, mais pour éviter des effets confondus avec une population particulière, c'est préférable de prendre des neurotypiques dans un premier temps. Mais effectivement, j'avais pensé dans un deuxième temps à tester des populations neuroatypiques pour voir si on avait des différences. Il y a une question de Jacques Fontani. Jacques, si tu veux aussi allumer la caméra, peut-être, où tu veux. Ton micro est coupé, hein? Mais comme on ne te voit pas, on ne sait pas si... Voilà, plaisir de te voir. Mais on ne t'entend pas. Enfin, même si effectivement son micro apparaît allumé. Effectivement. Il me semble que son micro apparaît allumé. Tu vois, oui. Est-ce que je dois faire quelque chose? Dis-moi. Conversation n'est pas coupée, parce que toi, tantôt, on entendait quelqu'un qui a coupé. J'ai coupé seulement comment faire? Une seconde, Jacques, hein, on va voir, parce que toi, ton micro est allumé, on le voit bien. Mais nous, on ne sait pas ici comment faire. Oui, mais Maria Giulia, Oui, on n'entend pas Jacques même en distanciel. Hein. ok. Jacques, on t'entend pas justement Pierluigi. C'est Pierluigi, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci Pierluigi. Jacques, peut-être tu pourrais je ne sais pas, te reconnecter ou peut-être, je ne sais pas. Ou écrire la question, peut-être. Hein. Écrire la question. Je ne sais pas. Oui. Alors. Tre. Non, mi gusta. Non, mais bon, je veux dire, il y a quelque chose de donc, oui, tu devras les prendre comme outil fondamental. Oui. Je vous crois. Oui. Est-ce qu'il se reconnecte ou pas? Attendez une seconde, voyons si on arrive à... Oui. Je peux poser une question, peut-être, Oui, pour répondre. Pierluigi, Euh, vas-y. non, tout simplement une curiosité. On a entendu, on a entendu que on peut poser la question à ChatGPT sur une discipline qui n'existait pas. Et bon, finalement, ChatGPT commence à formuler une réponse plus ou moins plausible, même si un peu, oui, fictionnelle. Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs cas de fausses citations.
et bien attesté. C'est-à-dire que j'ai toute une série de, voilà, d'attestations de dialogues avec ChatGPT dans lesquels il y avait de fausses citations et donc je demandais à ChatGPT de se justifier par la suite. Mais je m'interroge comment cela est possible. Comment, parce que voilà, pour la plausibilité, l'idée de répondre d'une manière plausible à une discipline inventée, d'accord, mais l'effet que je demande tout simplement d'avoir des précisions justement sur les sources qui ont été utilisées pour formuler, je ne sais pas, une réponse donnée sur un sujet scientifique pointu, bah, je reçois des sources bibliographiques apparemment plausibles dans lesquelles il y a la revue, le numéro, etc. Et dès que je commence à chercher, ben, il y a rien, en effet. Et ensuite, là, ChatGPT doit se justifier, commence à dire des erreurs, mais voilà, je cherche un peu à voir si j'arrive à résoudre ces problèmes. Alors, comment expliquer? C'est la même chose ou... C'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que si vous lui demandez une bibliographie portant sur tel ou tel sujet, il va vous générer une bibliographie plausible, mais elle ne sera pas reliée à des articles effectivement écrits, en tout cas pas nécessairement. Et c'est exactement le même principe, c'est exactement ce qui est attendu de ce genre de mécanisme. Il n'est pas là pour vous donner des informations valides ou vérifiées, il est là pour générer un texte mot après mot en respectant une règle, c'est être le plus plausible possible. Plus plausible, c'est un concept mathématique ici, il est lié au type d'apprentissage qu'il a eu. Donc, si vous lui mettez un nom de famille, ensuite il va vous mettre un prénom, ensuite il sait que classiquement on doit mettre une année, il vous mettra la plus plausible en fonction du contexte qui précède. Ensuite, il sait qu'il faut ouvrir des guillemets, ensuite il faut mettre un titre, il vous en inventera un, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce que vous ayez une référence complète qui est une référence fictive. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement la même chose pour la sismologie démographique. Voilà Ok, pour un merci. ciel. Donc, il n'y a pas C'est de valable distinction pour entre Un élève de information. ciel. Ouais, Pardon, Pierluigi, parce qu'ici, Oui. ici, ils ont parlé. Est-ce que tu peux répéter, Pierluigi, la dernière chose que Merci tu... déjà pour la réponse. Tout simplement, alors, il n'y a pas de distinction entre association et information pour ChatGPT. Il n'y a pas une distinction de parcours ou des traitements différents entre l'association à partir des statistiques et l'effet de restituer des données. Il n'y a pas de distinction entre les deux choses. pas du tout, OK. aucune. Ça Merci. donne l'impression, mais ça n'est pas le cas. Merci beaucoup. De rien. Jacques, Jacques, je l'ai revu. Son micro est allumé. Oui, oui. Jacques, ton micro est allumé. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mais on n'entend pas. Peut-être, pardon. Marion, oui, oui, non, non, je l'ai vu, mais je ne voulais pas passer à Marion sans attendre quelques secondes. Marion, comme il y a le silence ici autour de nous, vas-y. Voilà. Voilà, non, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Pierluigi, l'expérience des mauvaises citations. Mais je me demande si ChatGPT, par exemple, ne prend pas appui sur des citations qui figurent déjà dans la base de données et peut-être justement des citations fautives, où il y a des erreurs qu'il reproduit tout simplement. Non, 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 non. Dans son corpus, il va avoir plein de bibliographies, de références comme ça. Et sur cette base-là, il va pouvoir en générer autant que vous voulez qui seront fictifs. En revanche, les systèmes plus récents font ce qu'on appelle du RAG.
c'est-à-dire qu'ils font de la query sur Internet pour essayer justement de trouver des informations valides. C'est-à-dire là, c'est plus le dispositif tout seul qui génère des phrases, c'est relié à un système de requêtes sur Internet qui permet justement d'essayer d'éviter les fausses citations ou les choses comme ça. Ça, c'est des systèmes, c'est des systèmes, bah, voilà, qui sont améliorés, renforcés, patchés, fine-tunés, mais c'est des choses qu'on rajoute sur le modèle initial, c'est-à-dire un accès à Internet pour essayer de brider la machine dans son. Voilà. Merci. Merci Marion. Jacques peut-être veut écrire sa question, je ne sais pas. Malheureusement, on n'entend toujours rien. Non, 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 là, c'est une information de la plateforme. Bon, de toute façon, maintenant, on va faire une pause.